Salut Nirza. Salut Coraline. Comment ça va? Ça va bien, il fait soleil. Incroyable pour le mois de janvier. Donc il fait soleil, c'est un dimanche où on réenregistre après une longue pause. Oui, on lance la 4e saison. Wouh! Alors bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup. Dans cet épisode, tu voulais parler de ce que le féminisme a ruiné pour nous. C'était ta phrase. Est-ce que tu veux décrire ce que tu voulais dire, s'il te plaît? En fait, je voulais parler d'œuvres et des références culturelles, comme des films, des séries, livres, musique, que t'as aimé pendant super longtemps, que t'as grandi avec, peut-être tu les as re-regardés plein de fois, mais en fait qui commencent à perdre leur valeur ou vraiment deviennent nocifs quand tu fais une lecture féministe. Genre, une fois que tu as déconstruit plein de phénomènes patriarcaux dans ta vie, tu passes le même filtre aux œuvres d'art et des œuvres culturelles, et tu te rends compte qu'elles sont aussi problématiques, elles font partie du problème. Ouais, c'est clair, et puis je me sens complètement agressée par ce que je vois et ce qui se passe, et puis je peux pas les regarder en toute innocence et puis en les appréciant vraiment, parce qu'il y a plein de propos, de clichés dedans qui sont nocifs aux personnes racisées et sexisées, quoi. Ouais, ok. C'est marrant parce que quand tu m'en as parlé au début, j'étais un petit peu en mode genre, c'est chouette, mais c'est pas trop un problème pour moi. Et après, je me suis rendu compte que c'est complètement un problème pour moi, et même que j'arrête pas d'en parler en fait tout le temps. Mm-hmm. Après, je me disais que je suis pas complètement à l'aise avec la phrase ce que le féminisme a ruiné pour nous, parce que on pourrait croire que on dit que le féminisme est coupable de quelque chose, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est que du moment que tu deviens féministe et tu portes un regard critique sur plein d'œuvres existantes, qui sont pour la plupart patriarcales, elles sont ruinées parce que tu peux plus les kiffer. Ouais, c'est ça, exactement, en fait. Et après, quand t'as dit ça, j'ai fait tout de suite un lien par rapport à ma santé mentale en 2022. Et moi, je fais un lien direct entre mon féminisme qui était émergent, mais qui est allé de plus en plus loin dans les réflexions, et ma santé mentale, en fait. Mais ça, j'aimerais bien qu'on en parle peut-être à la fin. Je comprends aussi que quand tu parles de féminisme, ça déstabilise les gens. Les gens, ils ont pas envie de remettre en question un ordre établi. Je suis là un petit peu pour dire que je comprends parce que ça fait mal, parce que c'est trop déstabilisant. Et que c'est pas facile suivant la réaction que t'as. Hein. Moi, j'ai une réaction. Et puis à la fin, on va finir quand même sur une note positive. Et on va dire comment tu traverses l'orage et comment tu en sors après. Et niveau santé mentale et niveau culture, en fait, ce que tu consommes. Ouais. Donc, on va commencer par le cinéma, ensuite la musique, ensuite la littérature. Ensuite, moi, je vais parler un petit peu de ma santé mentale. Et à la fin, on va finir sur une note positive. Par rapport à ce qu'on arrive à consommer et comment on arrive à vivre avec ça aujourd'hui. Ouais. Cool, let's do it. Cool. Cinoche et séries, Coraline. Tout à fait. T'as beaucoup d'avis là-dessus. Bah, le cinéma ou la télévision en général, enfin que ce soit film ou série, c'est là que c'est le plus flagrant. Enfin, il y a des choses qui pourraient par exemple être en littérature moins explicites et moins flagrantes, mais je trouve qu'au cinéma ça se voit tout le temps. Enfin, par exemple, tu vois quoi? On voit l'absence de diversité par exemple, de personnes racisées dans les films, les séries, aucune diversité de corps, toujours femme blonde, mince et belle quoi. En plus de toutes les dynamiques et les histoires qu'on raconte, parce que ce qu'on réalise c'est qu'en fait on raconte toujours les histoires des hommes et que les femmes sont toujours des personnages secondaires ou qui aident vaguement, mais beaucoup de choses reposent sur leur physique en fait. Et que même si elles sont là comme personnages de soutien pour les hommes. Ouais. Et j'y pense maintenant, mais il y a aussi le Bechdel test qui est ultra parlant et qui vise à relever justement la surreprésentation des personnages masculins dans toute œuvre de fiction et la réduction des personnages féminins à quelques clichés quoi en fait. Je me souviens plus des règles, il faut qu'il y ait au moins 2 personnages féminins, il faut qu'elles aient des interactions entre elles, mais pas pour parler de romance ou d'hommes. Ouais. Et il faut qu'on connaisse leur prénom. En fait, la barre est très basse. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas un truc incroyable. Genre, il faut que les personnages féminins réalisent des trucs exceptionnels. Il faut juste qu'elles ne soient pas juste là, anonymes, vraiment, et pour parler des mecs. Alors, il y a un site internet qui existe, qui s'appelle bechdeltest.com, et il est sympa parce qu'il recense beaucoup de films par année, et il leur met une note, vert ou rouge, je crois, pour dire, celui-là, il passe le test, celui-là, il passe pas le test. Comme ça, si tu veux regarder un film, tu peux aller voir. Puis, il y a aussi des statistiques. Et bien sûr que tu vois que, avant, quand le cinéma a été inventé, c'était la catastrophe, les films passaient pas du tout les tests, pour la très très grande majorité. Bien sûr que ça va mieux. Actuellement, tu vois dans la courbe que c'est en train de baisser et qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même 70% de films qui passent le test, mais c'est les 70% de films qui sont recensés dans le site, hein. C'est pas tous les films, il y a énormément de films qui se font. On voit que ça va mieux, mais encore une fois, c'est un test extrêmement limité avec la barre extrêmement basse, quoi. Donc évidemment, on se rend compte que
on raconte principalement les histoires des hommes, et puis moi j'ai toujours ce filtre maintenant quand je regarde des nouveaux films, mais j'ai aussi ce côté où il y a plein d'anciens films, des films que j'ai vus beaucoup avant et beaucoup appréciés, que par exemple j'ose pas re-regarder, parce que j'ai peur de vraiment avoir des alertes qui s'allument toutes les secondes, et puis de vraiment détester après ce que je vois. Et quand on en a parlé, moi j'ai pensé au film genre Pretty Woman, qui j'ai même pas besoin de creuser mes souvenirs pour me dire qu'il y a plein de choses qui vont pas dans le film. Enfin, c'est des trucs comme ça où tu te dis j'aimerais bien regarder un film sympa, genre comédie romantique, cool, et en fait ça va pas être vraiment reposant. Tu vas te sentir agressée. Je vais vraiment me sentir agressée par ce qui se passe dans le film. Pretty Woman, c'est un exemple flagrant. Déjà, ça parle de travailleuses de sexe et on sait que ça va pas être bien traité comme sujet. Non, c'est clair. Genre, complètement romantisé, puis en même temps bien se faire sauver par un mec de sa condition affreuse de prostituée, quoi. Même sans aller très loin, à un moment donné, je me suis rendu compte que la plupart des films, j'arrivais plus à les regarder parce que je trouvais ça horrible ce qu'on faisait aux personnages féminins. Sans qu'il y ait de la violence ou quoi. Hein. Elles étaient tellement réduites à des clichés, à des stéréotypes genrés. Dès que tu ouvres les yeux, en fait, il y a plein de films que tu peux plus regarder. Et là, je parle vraiment des bons films, des films que j'ai aimés. Et un film qui m'a cassé le cœur particulièrement, c'était Call Me By Your Name. Tu l'as vu, en fait? Non, j'ai failli le voir. Non, il est dans ma liste Netflix depuis un an, je pense. Moi, je l'ai vu 2 fois parce que c'était vraiment un très beau film. C'est une histoire d'amour entre 2 mecs. C'est en Toscane. Il est bien fait, il est beau. C'est une relation gay, donc c'est cool. Tu te dis, les choses bougent et tout ça. Mais en fait, il y a 2 personnages féminins, je crois, dans ce film, qui ne sont pas non plus pas importants. Elles sont nulles. Et il y a la maman et il y a une copine avec qui il sort, le gars qui est jeune et gay, il sort avec une meuf à un moment donné. La maman, elle sert que à servir des jus d'abricot. Puis à un moment donné, elle fait de la lecture parce que c'est une famille ultra intellectuelle. Ça aussi, ça m'agace. C'est du intellectual porn. Tu sais, ils parlent 4 langues chacun, ils jouent au piano et t'es censé dire waouh, c'est incroyable. Ouais, ils ont une maison en Toscane et puis c'est vraiment les bourgeois de base, quoi. Donc à un moment donné, on voit que la maman, en plus de français et italien et anglais, parle aussi allemand. Et t'es censé être trop impressionné. En général, vraiment, elle ne sert à rien. Elle est complètement aveugle au fait que son mari est gay, parce qu'il s'avère aussi que le père est gay. Et il dit non, ta mère, elle a aucune idée. Moi, je suis là, en fait, vous auriez pu faire un truc intéressant où en fait, elle est au courant. Ouais, ça fait vraiment un peu la cruche. La cruche de base qui a rien compris de ce que vivent les hommes comme situation complexe. Et pareil, la meuf avec qui il sort, le jeune, elle est trop amoureuse de lui, elle a rien compris, she's all over him, mais lui, il est pas intéressé. En fait, elles auraient pu être beaucoup plus intéressantes, ces 2 meufs. La jeune cruche amoureuse, quoi, et romantique, et qui est aveuglée par ses sentiments, peut-être. Sans changer le film, donc sans changer rien à l'histoire des mecs, on aurait pu avoir des personnages féminins complexes, et ça aurait été encore mieux, en fait. Un autre film qui m'a cassé les couilles récemment, moi, j'ai grandi en étant ultra fan de Tarantino. Je sais que ces films sont problématiques à plein d'égards, mais il y a quand même des personnages féminins intéressants, tout ça. Bref, je suis fan. Il sort Once Upon a Time in Hollywood en 2019. J'y vais parce que c'est Tarantino et tout ça. Un scandale. Je sais pas si t'as vu aussi. Non, je l'ai pas vu. Enfin, je sais que c'est un film sur le cinéma. Oui, déjà. Et puis il y avait cette blague là un peu, parce que je crois que quand il est sorti, genre il y en avait 5 qui étaient des films sur le cinéma. Le sujet des films sur les films, c'est tout un sujet qui gagne de plus en plus d'Oscars. Ah ouais. Si tu fais un film sur les films, tu vas gagner des Oscars, parce que les gens qui regardent les films, c'est des gens qui font des films. Du coup, tu leur parles trop. Mais oui, c'est vraiment Et en fait, moi je me disais c'était 2019. MeToo, ça faisait 2 ans que c'était raging. Tarantino a bossé avec Weinstein. Il a eu tout un truc problématique avec Uma Thurman. Je me dis, Tarantino a dû évoluer. Mais j'ai l'impression qu'il a régressé. En fait, on passe, je sais pas combien de temps à regarder les jambes de Margot Robbie. Il continue ce truc où il découpe le corps des femmes, il filme ses jambes, il filme ses pieds, genre arrête ton fétiche de pied, on a compris. Enfin, vraiment, ça suffit. Et la blague récurrente, c'est que un des personnages joué par Brad Pitt, il y a les rumeurs qu'il a tué sa femme, mais qu'il a jamais été chopé. Et c'est la blague récurrente. C'est un peu malaisant. Moi, j'arrive plus à regarder, quoi, en fait. C'est assez dur pour moi, par exemple, de réaliser que toute ma vie, j'adorais Tarantino, et là, je sais plus quoi faire. Je me pose la question, est-ce que les réalisateurs ou acteurs régressent, ou est-ce que c'est vraiment nous qui devenons de plus en plus exigeantes? Parce qu'il y a tellement de trucs où, justement, il y a des gens où t'es un peu là, non, mais ça va, c'est cool, et puis maintenant, tu regardes et t'es un peu là, l'horreur. Mais j'arrive vraiment pas à dire, parce que en même temps, ça ferait du sens qu'ils régressent un peu, parce que c'est un peu des boomers qui s'installent de plus en plus dans leurs trucs, et puis qui sont de toute façon célébrés depuis 20 ans, donc il y a un moment où tu te poses plus trop de questions. T'arrêtes d'essayer d'évoluer. T'arrêtes d'essayer d'évoluer, parce que c'est bon, enfin t'es installé, et puis t'as plus rien à prouver à personne. Ou est-ce que c'est nous qui, justement, on a de plus en plus d'attentes? Non, parce qu'en soi, c'est vrai qu'il a fait rien de différent, en fait. Il a découpé le corps des femmes comme on s'est filmé, et on banalise la violence sur les femmes, donc il a pas vraiment régressé.
Il a juste fait la même chose. J'ai trouvé quand même qu'il était bien posé sur ses lauriers. Ouais. Donc ça, c'est juste 2 exemples, en fait, de trucs que j'ai mal vécu. Du coup, j'ai une relation un peu conflictuelle avec le cinéma parce que j'adore aller au cinéma. Là, c'est trop compliqué, en fait. Je suis tout le temps en train de filtrer. Déjà, c'est qui le réalisateur? Si c'est des hommes, je suis déjà un peu mode... Ouais. Je regarde un peu le plot. J'applique genre beaucoup de filtres avant d'aller au cinéma parce que je me sens pas bien quand on maltraite des personnages féminins, en fait. Quand je dis maltraite, c'est pas violence physique, hein, c'est genre... mais peu juste importe. la négligence aussi, générale, c'est aussi de la maltraitance. Mais moi, j'ai ça avec des films aussi où enfin, je sais pas, il y a des films où j'ai pas d'attente. Et les Jurassic World, je m'en fous. Whatever, exactement. Vraiment. Ça va être problématique, de toute façon. Oui, il y a de toute façon plein de trucs qui vont pas jouer. Et puis en fait, en baissant tellement la barre, après je vais voir le film et je suis un peu là. Ok, il y a des personnages féminins qui sont ok. Je pense vraiment c'est parce que je baisse trop la barre, parce que je suis en mode tu as des dinosaures, qu'est-ce que tu vas faire? Mais t'arrives pas toujours à baisser la barre aussi. Non. Moi, genre, des trucs de dinosaures ou des trucs animés, tout ça, j'arrive suivant comment à baisser la barre. Ouais. Ou en James Bond, j'arrive à baisser la barre. Ouais. Enfin, parce que sinon, si tu baisses la barre toujours, tu baisses la barre en général, et puis là, c'est pas l'idée non plus. Par contre, le dernier James Bond, j'ai kiffé. Oui, moi aussi. Parce que je m'attends à rien. Et je suis en mode ok. Il y avait quelques personnages féminins, ils étaient bien développés. Ouais. Est-ce qu'ils ont annoncé un peu la suite d'ailleurs James Bond? Bien sûr qu'on veut voir le nouveau 007. La nouvelle meuf. Une meuf racisée. J'espère vraiment que ça va arriver. Et puis, on a parlé récemment ensemble du Seigneur des Anneaux. Oui. J'ai écouté les livres que j'avais jamais lus. Parce que bon, les films, Seigneur des Anneaux, pas besoin d'être une grande féministe pour réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Mais il y a quand même... c'est quoi, la princesse du Rohan ou... Ouais, je sais plus comment elle s'appelle. C'est quand même un personnage féminin qui va se battre, puis qui refuse un peu le rôle qu'on essaie vraiment de lui refiler, va juste veiller sur les enfants et les vieux, et puis c'est pas inutile du tout. Elle veut se battre. Elle veut se battre, quoi. Et t'es en mode, ok, cool. Et puis il y a Galadriel aussi, qui est une mage hyper importante et puissante dans le film. C'est une elfe, non? Oui, c'est une elfe. Mais dans le sens, une elfe avec plus de pouvoir que les autres, quoi. Ouais, il y a ce côté, il y a 2 personnages cool, il y a l'amoureuse d'Aragorn, bon, qui se bat aussi, hein, vaguement, puis voilà. C'est les 3 meufs, hein. C'est les 3 meufs, parce qu'après, il y en a d'autres qui sont mentionnées vaguement, mais c'est tout. Du coup, j'ai écouté le livre, et vraiment, j'ai eu trop de la peine. Il y a vraiment encore moins de personnages féminins que dans le film. Typiquement, Galadriel, qui est un personnage hyper important, c'est insupportable. Elle est absolument mentionnée que pour dire à quel point elle est incroyablement belle. C'est vraiment pathétique, parce qu'en fait, ils se battent, limite, entre eux. Si quelqu'un dit vaguement un truc légèrement tiède sur Galadriel. Oh my god! Non, c'est vraiment, genre, il faut défendre l'honneur de la beauté de Galadriel. Parce que, God forbid, on parle du fait qu'elle est quand même hyper importante. Et vraiment, ça m'a tellement énervée. Ouais. Dans mes souvenirs, il y a quand même la princesse du Rohan, là, qui va se battre. Ce qui m'a un peu surpris, mais bon, c'est dans le 3e livre. Du coup, je me dis, il a peut-être... Est-ce que Tolkien a eu de la pression de quelqu'un d'autre en disant, tu pourrais quand même balancer un personnage féminin qui sert à quelque chose? J'ai vraiment écouté ces livres et j'ai essayé d'éteindre cette partie de moi, parce que autant je dis que dans les films, ça me semble assez flagrant comment on représente les femmes, autant dans la littérature, ça l'est d'autant plus parce que on les décrit. Tu passes des heures à lire des livres où ils passent vraiment beaucoup de leur temps à décrire physiquement les femmes et dire à quel point elles sont belles. Je trouve que c'est assez flagrant. C'est chaud, ça se remarque vraiment, et puis en fait, c'est insupportable. Je pense à ça souvent en regardant des films ou des fois en lisant des livres. Est-ce que ce serait bizarre si tous les rôles étaient inversés, si le ratio était inversé? Genre, si le Seigneur des Anneaux, c'est 3 hommes et que des femmes. Et ça me fait toujours beaucoup rire parce que, évidemment, que c'est toujours bizarre. La majorité, soit c'est sur des thématiques plus légères, soit c'est que des hommes. Depuis 3 jours, je regarde la série Killing Eve. Ah oui! Que j'avais jamais regardée. Et je trouve que c'est une série comme ça, en fait. Tous les personnages importants sont des femmes. Et il y a des hommes, mais c'est des personnages de soutien. La vilaine, le personnage entre guillemets positif, les personnages de pouvoir, machin. Tout des femmes. Après, il y a des hommes qui gravitent autour, bien sûr. Bref, parenthèse fermée. Ouais, mais ça arrive pas souvent, en fait, de voir ça. Pas du tout. Moi, ça me choque, en fait, dans Killing Eve en bien. Mais c'est ça, parce que si tu regardes un film où il y a une majorité de femmes, c'est en fait un film orienté pour les femmes. C'est un film féministe. Ou un chick flick. Voilà, ou une comédie romantique pour les meufs. Donc toi, tu dirais que dans le cas du Seigneur des Anneaux, le film a mieux fait les choses que le livre. Oui, enfin, tu vois que le film, ils ont quand même fait un petit peu plus d'efforts. Et puis, on a eu toute la discussion ensemble, mais on le vit pas du tout pareillement. Mais moi, je pense que c'est justement à cause de ce background que j'avais lu / écouté les livres récemment, mais que la nouvelle série des Anneaux de pouvoir, moi, j'ai trop aimé. Tout est pas parfait, mais il y a plein de personnages féminins qui sont importants au pouvoir. Il y a des scènes qui me restent où typiquement je suis un peu là. En tout cas, il y a une scène où je me rappelle, il y a genre 2 femmes qui parlent de ce qu'elles vont faire, genre vraiment pour le royaume, et il y a un mec avec eux, qui est aussi un personnage assez important, mais qui lui est vraiment très vulnérable sur le moment parce qu'il sait pas où est son fils. Et puis vraiment, c'était assez impressionnant pour moi, vraiment flagrant, qu'il y a 2 femmes qui sont vraiment les chefs du moment, qui décident d'un truc pendant qu'un mec vit la potentielle perte de son enfant. Et j'ai trouvé ça assez fort. C'est elles qui ont l'agentivité réelle de ce qui va se passer. C'est lui qui vit le truc émotif
qui est tout à fait normal Ok, et cool, ouais. on voit pas souvent. Puis d'autres où généralement, le personnage de Galadriel encore, qui est de retour et qui est super, et puis il y a juste plein de femmes qui décident de trucs. Pas tout le temps, mais... Si je reviens au Seigneur des Anneaux, puis après comment ça s'appelle, les Anneaux de pouvoir. Ouais. Seigneur des Anneaux, c'est assez marrant parce que pendant longtemps, je l'ai pas regardé parce que j'étais une ultra fan, je suis toujours de Harry Potter, on va en parler après, et toute la situation avec J.K. Rowling. Oui. Ne partez pas, on va en parler. Mais en fait, du coup, j'étais très team Harry Potter, du coup, je regardais pas le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et un jour, à l'Uni, je devais bosser sur mes examens, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tapé tous les Seigneurs des Anneaux en version longue. Et j'avais adoré. À l'époque, à aucun moment, je me suis dit, purée, il n'y a aucun personnage féminin dans ce film, ouais. il y en a très peu. Pas du tout, j'étais là, genre, c'est incroyable, c'est trop bien, parce qu'en plus, faut dire, c'est vraiment des beaux films. C'est des super films. Bon, récemment, j'ai re-regardé, j'ai re-kiffé. Il y a aussi un côté qui a tellement peu de personnages féminins que limite, t'es juste en train de regarder un truc entre mecs, et puis du coup, c'est moins dérangeant quelque part dans le sens que tu vois pas les femmes se faire négliger, maltraiter. Ouais, c'est vrai. Mais à chaque fois, j'étais là, mais ils se rendent compte qu'ils font juste un truc entre mecs? Est-ce que quelqu'un se rend compte, en fait? Est-ce que quelqu'un s'est dit à un moment? Des fois, ils sont genre 8 mecs sur le plan. Des fois, ils sont 12 mecs sur le plan. Après, t'as 4 mecs sur un lit en train de se prendre dans les bras parce qu'ils ont gagné un truc. T'es là, genre, mais Que des dames. seriously, genre. Ouais. Toujours est-il que j'arrive à enjoyer ce film. C'est Oui. cool. C'est pas une référence culturelle qui s'est décomposée pour moi, Ouais. heureusement. Ensuite, quand il y a eu le pouvoir des anneaux. Les anneaux de pouvoir. Merci. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de peine. Je me suis un peu rendu compte de mon filtre où il en était à ce moment-là, en fait. Enfin, j'ai remarqué les personnages féminins, je trouve ça génial, tout ça. J'ai trouvé quand même que dans le sens le plus primaire, le film était patriarcal parce qu'on n'arrêtait pas de parler des pères. L'importance des pères, tout le monde est nain, c'est tout c'est un drama intense. entre le père et le fils. Mon père, Ouais. mon père, mon fils, mon père, père-fils. Ouais. Ensuite, Galadriel, qui est un personnage principal, elle est super, tout ça. Et un autre truc qui m'a dérangé, c'est que c'est sorti en même temps que le spin-off de Game of Thrones, The House of the Dragon. Ouais. En fait, c'est 2 séries qui vont être ultra connues. Personnages principaux, 2 belles femmes, monstres blondes, monstres blanches. Donc ça, c'est un autre sujet qui m'a dérangé, mais bon, voilà, c'est quand même une femme, c'est cool. Et en fait, elle aussi, elle fait tout pour son frère, pour son grand frère. Il y a ce traumatisme, en fait, quand elle était peu jeune, son frère est mort, elle veut venger son frère. L'autre reine, même chose, son père est très malade, il est dans une tour, tout le monde parle de son père, elle va tout le temps se conseiller auprès de son père. Ouais. Voilà, père. Ensuite, il y a toute cette histoire de l'elfe, c'est un mec qui est devenu le leader des orques. On l'appelle Lord Father. Le gars qui est chef, il est Lord et Father. J'ai tellement senti le patriarcat qui gangrénait le truc, en fait. Et du coup, ça m'a un peu pourri l'expérience. Ouais, je comprends. Enfin, je veux dire, t'as raison. C'est vrai que moi, j'avais vraiment baissé mes attentes. Il y a des personnages féminins cool, il y a plein de personnages racisés, puis on n'a pas besoin d'explications là derrière, plus que ça, donc c'est super. Ouais. Mais voilà, enfin, ça reste. S'il y a de la royauté, il y a une histoire de lien de sang, et puis ça se passe par le père, et puis c'est tout. Ouais. J'avais un Oui, peu je accepté comprends. ça. Mais des fois, j'étais là, en fait, c'était évitable. Genre, le père de la reine, il aurait pu juste être mort et laisser faire la reine, en fait. Ouais, j'avoue, pourquoi il est là, en fait. Elle doit venger son frère, genre, why? Elle peut aussi juste vouloir la justice et vouloir tuer, comment il s'appelle? Sauron. Des fois, j'ai l'impression que c'est évitable. C'est toujours évitable. Toujours évitable. Ouais. Ceci dit, voilà, moi j'ai apprécié House of the Dragon. Ouais. J'ai commencé en me disant, j'étais un petit peu beaucoup déçue de la fin de Game of Thrones, mais j'étais tellement fan au début de Game of Thrones. Bon, et toi, et moi, et lui, on sait que je vais regarder. Puis au début, il y avait des trucs un peu typiques que j'aimais pas dans Game of Thrones, genre de la sexualité gratuite, de la violence gratuite. Guys, genre vous avez rien appris, vous refaites la même chose. Mais finalement, j'ai énormément apprécié cette série pour la raison suivante. Mon interprétation de la série, hear me out, c'est que la série est basée sur le livre, et le livre est basé sur tout l'idée des narrateurs et narratrices non fiables, dans le sens que les gens qui racontent l'histoire, ça va jamais être la vérité, ça va toujours être des variantes subjectives suivant comment qui raconte l'histoire. Ouais. Celui qui a perdu, celui qui a gagné, l'historien, tout ça. Ce qui fait sens. Son interprétation de la série, c'est que c'est comme si la série est censée être la vérité. Il y a eu plein de variantes racontées, et la série va montrer vraiment comment ça s'est passé. Et si on part avec ça comme concept, on va inévitablement raconter le récit des perdants de l'histoire, et en l'occurrence, inévitablement, l'histoire des perdantes. Donc on va raconter l'histoire des femmes. Et ça, je trouve vraiment super. Et d'un côté, on va raconter les luttes de pouvoir qu'ont menées les femmes, parce qu'il y en a qui ont tenté de régner, elles ont tenté d'être reines à la place des hommes. Mais aussi, la question de la maternité, je trouve qu'elle est montrée de manière très cool. On montre vraiment à quel point c'est à haut risque pour les femmes. Ouais. Combien de femmes meurent en accouchant, où il y en a qui font 3 gosses et meurent au 4e, il y en Ouais. a qui meurent au 1er, il y en a qui font plein de fausses couches, enfin c'est toute une bataille. Ouais. Mais c'est montré pas comme un truc qu'elles subissent, mais vraiment comme quelque chose dont elles ont bien conscience et dans laquelle elles prennent
vraiment toute l'agentivité qu'elles peuvent prendre. Donc elles sont pas passives dans cette histoire. Il y a beaucoup de scènes où chacune genre est très au courant du risque et chacune gère sa grossesse d'une manière ou autre. Et ça commence avec un accouchement horrible où c'est le mari qui décide pour la femme s'il y aura une césarienne horrible à l'époque. Voilà. Ou si elle va juste mourir en essayant d'accoucher parce qu'elle n'arrive pas à tout ça. Donc ça commence avec le truc typique où les femmes subissent leur accouchement et les hommes décident dans l'autre pièce ce qu'on va faire pour elles. Mais ça évolue justement. Moi je pense que c'est fait exprès de commencer comme ça. Et ça évolue et on voit plein d'accouchements où les femmes prennent des choses en main. Il y a par exemple une scène assez puissante d'une femme qui sait qu'il va pas survivre son accouchement, puis elle a pas envie de mourir dans le lit d'accouchement ou que les hommes dans l'autre pièce décident pour elle. Puis c'est une femme qui a un dragon, c'est une dragon rider. Et au lieu de mourir au lit, elle va vers son dragon, elle lui donne l'ordre de la brûler. Comme ça, elle a une mort qu'elle a choisie en fait. Enfin, elle prend les situations en main. Donc je trouve ça très beau parce que c'est une série qui raconte l'histoire des femmes. On sait que le patriarcat va continuer, mais je trouve c'est important de raconter la lutte parce que toi en tant que femme, du coup, tu peux t'attacher aussi à un imaginaire. De dire, mais en fait, les femmes, elles ont pas juste fermé leur gueule. Des fois, elles se sont battues, quoi. Elles ont perdu. Ou elles ont eu des petites victoires. Mais en tout cas, elles ont fait partie de l'histoire. Et ça, je trouve intéressant. Ouais, c'est pas mal. Si je reviens sur ce que tu as dit sur Le Seigneur des Anneaux, tu as dit que les films ont quand même mieux géré les personnages féminins que les livres. Du coup, je voulais parler de Harry Potter, les films, pas la littérature pour le moment. En fait, je trouve que malheureusement, Harry Potter a justement fait l'inverse. Parce que dans Harry Potter, ça reste qu'il y a beaucoup de personnages masculins, énormément. Harry, Voldemort, Dumbledore, Snape. Ouais, les vrais personnages importants, c'est les hommes. Mais il y a quand même des personnages très très bien féminins. Il y a Hermione, il y a Bellatrix, il y a Ginny, elle est très cool, tout ça. Et je trouve que le film a un peu merdé. Le premier truc qu'il a merdé, c'est que Hermione est beaucoup trop parfaite dans les films. Elle est trop belle aussi. Et dans le livre, elle est pas décrite comme belle. Elle est pas parfaite. Elle est genre ultra intelligente, ultra douée. Il y a plusieurs situations quand même où elle perd complètement ses moyens. Et c'est Harry qui doit take over ou Ron. Parce que c'est normal, parce que c'est une humaine en fait. Des fois, elle panique, elle fait une crise de panique, elle gère pas quoi. Dans les films, toutes ces situations-là, la plupart en tout cas, c'est montré comme si Hermione elle gère trop. Et je trouve ça dommage, parce que c'est important d'avoir un personnage féminin qui est humaine et puis pas juste la perfection sur place pour légitimer sa présence en fait. Et aussi, je trouve que Ginny, c'est un massacre. Parce que dans les livres, elle est top, elle est très cool, elle est douée, tout ça. Et dans les films, il y a des scènes. Genre, il y a la fameuse scène que moi j'ai envie de vomir et je suis là, mais la honte, où elle fait les lacets de Harry. Dans quel monde une meuf adolescente fait les lacets de son mec adolescent? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites en fait? Moi, j'ai lu les livres bien plus tard, après avoir vu les films. Et c'est vrai que dans ma tête, ça reste Ginny, ça reste l'amoureuse de Harry et c'est tout. Mais c'est dommage. Alors qu'en fait, dans les livres, elle est effectivement plus cool. Et toi, Lirza, il me semble que tu voulais aussi parler des scènes de sexe dans les films et les séries. Yes. En fait, c'est un grand sujet pour moi et je crois que je t'en ai jamais parlé. Il me semble pas. La réalité, c'est que 99% des scènes de sexe hétérosexuelles, je ne peux plus les voir. Ok. Je suis en mode make it stop. Et je vais expliquer ce que je pense en 3 parties. La première, c'est les scènes de séduction hétérosexuelle, juste avant qu'ils couchent ensemble. Ok. Le sexe en lui-même et le plaisir féminin. Ok. Bon, la plupart des scènes de sexe dans les films, c'est de toute façon hétérosexuel. Il y en a très peu autre chose, mais les scènes de séduction reflètent bien sûr notre réalité dans la vraie vie. C'est-à-dire, on a un espèce d'état des lieux où le mythe est que les hommes ont toujours envie de baiser. Et dès qu'ils ont une meuf en face d'eux qui correspond vaguement au standard de beauté, ils ont un hard-on et il faut vraiment qu'ils le chopent. Et les femmes, elles ont moins de libido et puis elles ont surtout une sexualité vanilla. Et pour elles, cachée sous plein de layers encore du patriarcat, la sexualité continue d'être mélangée avec genre le péché quoi en fait. C'est pas bien. Mais c'est caché dans des couches de patriarcat en fait. Du coup, dans des scènes de séduction, j'en ai en tête par exemple Bridgerton, je sais pas si t'as vu cette série. J'ai pas regardé, non. Ouais, voilà, elle est divertissante. Elle a quand même 1 ou 2 scènes un petit peu différentes, mais il y en a beaucoup juste hétérosexuelles typiques. Il y a ce truc où les femmes sont censées être un peu conflictuelles dans leurs désirs, exprimer un espèce de conflit parce que elles en ont trop envie, mais en même temps, à un niveau, il y a un côté où elles savent que c'est pas bien, parce qu'une femme avec vertu, elle a pas envie de baiser comme ça. Donc il y a toujours cette espèce de scène où il y a le désir féminin mélangé avec de l'interdit, mélangé avec un conflit pour céder ou pas à une tentation, et avec un petit peu de soumission dedans, bien sûr, parce que ce qui est attirant, c'est la soumission chez la femme. Et du côté des mecs, qui, normalement, c'est des gens qui ont toujours envie de baiser, il y a ce côté où ils ont tellement envie de baiser qu'ils sont de toute façon un petit peu blasés par les femmes en même temps,
temps, tu vois, mais ils ont vraiment envie de cette meuf-là. Et cette meuf-là, c'est l'élu. Ils sont aussi un petit peu conflictuels parce que c'est des gens qui baisent à gogo, mais ils cèdent jamais vraiment à des vrais trucs de connexion sexuelle avec des sentiments. Donc les deux sont wrapped up dans des espèces de conflits imposés par le patriarcat, en fait. Moi, je trouve que c'est assez flagrant dans beaucoup de scènes sexuelles. T'as la meuf, est-ce que je vais céder à cette tentation, mais je dois montrer juste assez de vertu, mais juste assez de désir, mais juste assez de agentivité, mais juste assez de soumission. Et le mec qui est là, moi j'aime baiser, mais en même temps j'ai assez baisé dans ma vie, mais avec elle, j'ai envie de baiser différemment. Et je suis là, make it stop. Je peux plus voir ces scènes, mais vraiment, je suis dans le cringe. Make it stop. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus simple que vous en avez envie et go for it. Les deux, vous en avez envie. Ensuite, on va à l'acte sexuel. 99% des cas, c'est juste de la pénétration d'un vagin par un pénis. C'est dans 90% des cas très ennuyeux comme scène. Il commence à y avoir un peu des scènes de cunit, t'es là genre et des fois ça arrive que c'est pas juste des préliminaires, mais c'est genre mais c'est vraiment rare. C'est l'acte. Mais la plupart du temps, c'est de la pénétration et c'est boring as fuck. C'est tellement basique, genre s'ils veulent montrer une femme qui a du caractère, c'est elle qui est sur lui. J'avoue. Mais oui, genre eux ils sont pas comme les autres. Si c'est sa première fois à elle et où c'est censé être romantique, c'est lui qui est sur elle. Et si c'est un peu dirty, genre c'est genre doggy style et c'est tout, ça s'arrête là. Et ça m'a un peu flashé aussi avec la série Insecure, ça s'appelle. Elle est très bien pour plein de raisons, cette série, mais j'étais un petit peu déçue encore une fois, juste la quantité de scènes de sexe inutiles, en fait, qui sert à rien. Mais je vais revenir là-dessus. Et en fait, le troisième point, c'est le plaisir féminin. Il y a des scènes, dans Bridgerton, justement, il y a juste la pure pénétration. La scène, c'est genre, à chaque pénétration, la meuf, c'est l'orgasme de feu de Dieu. Et tu sais que c'est une scène qui a été écrite par un mec, en fait. Ou pour les mecs. Ou faire culpabiliser les femmes parce qu'elles sont pas en orgasme de feu de Dieu, genre comme ça pendant la pénétration. C'est juste pour montrer aux hommes que votre pénis est magique. Je peux pas, c'est d'un cringe. Je ne peux pas. J'aimerais arriver du coup au dernier point, parce que j'en avais 4 finalement. C'est que, en fait, la plupart de ces scènes de sexe ne servent à rien. Ça n'avance pas l'histoire. Moi, je cringe à mort, je peux plus les regarder. Je crois qu'on vit encore dans une époque avec ce mythe que sex sells. Et peut-être c'est vrai que ça vend, j'en sais rien. Peut-être que quand il y a beaucoup de scènes comme ça sexuelles, les gens regardent plus, j'en sais rien. Mais la plupart du temps, ça ne sert à rien. Pouvons-nous arrêter ça par pitié, en fait? Soit vous racontez une histoire avec cette scène de sexe où il y a quelque chose qui se montre. Dans Sex Education, il y a des trucs, c'est le sujet de la série, donc bien sûr qu'on voit des scènes de sexe. Sens. Le reste du temps, c'est inutile. Et ça sort juste du fait qu'on vit dans une société qui a posé un immense tabou sur le sexe. Et c'est comme si les gens, ils sont là genre, on va regarder du sexe alors que tout le monde fait du sexe, je sais pas. Ouais. Peut-être quand j'étais adolescente, je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, c'était pas bien parce que ça donne une image du sexe ça n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Là, en mode, je suis adulte, je dis, mais j'ai pas envie de voir 2 autres adultes qui baisent avec un scénario bizarre. Ça m'intéresse pas, en fait. On a Internet maintenant, on n'a pas besoin de vous pour regarder des scènes de sexe. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ça me fait penser juste au film, un film que j'ai trouvé vraiment super, en anglais, parce que c'est un film coréen, qui s'appelle The Handmaiden, en anglais, je crois que le titre original c'est Agassi, et vraiment je recommande ce film, j'ai trop aimé. Il est vraiment hyper particulier, hyper spécial. J'avais vu sur Wikipédia, je crois, la description c'était genre érotico-thriller, je sais plus ce qu'ils avaient dit. Et le côté érotique est vraiment pas surfait, quoi. J'ai vraiment ces scènes de sexe un peu gravées dans ma mémoire, tellement elles sont gênantes. Ah, gênantes, genre, déjà c'est le côté où t'es un peu là, ok, tu regardes un film, t'es posé dans ton salon, et puis t'as vraiment l'impression de regarder un porno à un moment. C'est pas visuel, dans le sens, parce que tu peux pas montrer des vulves comme ça, comme tu veux au cinéma, quoi. Mais vraiment, il y a des scènes particulièrement lesbiennes qui sont particulièrement gênantes, tout un peu là. Ça, c'est des mecs qui ont écrit. Ouais, c'est ça. C'est une évidence que c'est des mecs. Et puis il y a pas mal de trucs qui tournent autour du sexe qui, je trouve, n'apportent rien du tout à l'histoire. Pour moi, ça fait vraiment sens avec ce que tu dis, où souvent ça amène rien. Parce que là, il y a pas mal d'histoires de jeux de pouvoir et de trucs, mais vraiment, je trouve que ça a pas de sens. Puis c'est hyper graphique, et puis c'est très mièvre, quoi, dans la façon dont c'est fait. Et je suis en train de me dire que des séries comme genre Sex and the City ont effectivement dû changer pas mal le game, en fait. C'est vrai qu'on est passé à une époque où le plaisir féminin, c'était même pas on en avait rien à péter. À tout d'un coup des scènes où, je sais pas, des épisodes où Charlotte a découvert un nouveau sextoy et elle se masturbe tellement qu'elle sort plus de chez elle. Ça a dû quand même révolutionner le monde, en fait. Ouais, je pense. Et vraiment, je veux pas trop encenser Sex and the City, mais je veux dire... Non. Puis c'est dans le titre. Choses qui ont changé. C'est dans le titre, c'est la thématique du truc. Il va y avoir du cul tout du long. À la limite, je trouve que si tu veux mettre une ambiance
l'ambiance et puis peut-être montrer un couple un peu dans sa vie de tous les jours. Voilà, comme tu les vois, je sais pas, prendre leur petit-déj tête dans le cul le matin ou des trucs comme ça, mais souvent c'est tellement encensé, c'est tellement amélioré, ça apporte en fait rien. Et puis aussi ça contribue juste à cette idée que les vrais couples ou même pas en fait, enfin les gens ils baisent quoi. Oui, exactement. Et que si t'as pas de vie sexuelle, mais est-ce que tu vis vraiment? Alors qu'il y a plein de gens qui ont pas de désir ou qui sont pas très intéressés. Oui, tout à fait, exactement. Et puis sans parler après des séries comme Game of Thrones ou qui en ont fait mais tout un tas de scènes de sexe. Ok, Game of Thrones c'était encore un peu nouveau, mais ils ont refait un peu des trucs comme ça dans House of the Dragon. Ah ouais. C'est pas intéressant de voir un membre de la famille royale qui baise dans une maison de pute. Qu'est-ce que vous faites en fait? C'est pas intéressant, c'est pas excitant, c'est pas whatever. C'est vraiment une série de mecs pour les mecs. Je suis un petit peu fâchée, ouais. Dès que ça commence des histoires, des scènes de sexe, je suis là genre, I don't care. Ça va être un truc, une chorégraphiée, pas intéressant. Encore une fois, sauf si c'est genre sex education ou un truc, tu sais que ça va faire partie de l'histoire. Ouais. Voilà. Du coup, on trouve des parades, toi et moi, pour trouver des environnements qui sont plus safe, mais c'est pas vraiment une garantie en fait. Enfin, c'est un truc que j'ai réalisé. Je fais plus d'efforts pour la littérature, où j'essaye de trouver des autrices, mais le problème c'est que c'est pas forcément mieux. Non, c'est pas garantie de succès. Non, vraiment pas. Parce que j'ai fini de lire les Harry Potter pour la première fois il y a 2 ans, et depuis j'étais à la recherche de livres un peu fantasy, cool, comme ça. J'ai aussi un peu bougé sur la science-fiction, et j'ai vu qu'il y avait une femme qui était un nom énorme de la science-fiction depuis les années, 70 ou 80, je crois, et je me suis dit, incroyable, une femme qui est célébrée pour ça. J'ai écouté 2 de ses livres. Donc l'autrice, c'est Ursula K. Le Guin. C'est pas le truc de j'ai dû faire des monstres recherches Wikipédia. T'as pas déniché. Non, c'est le 2e nom qui sort. C'est cette femme qui est connue pour ça. Elle a fait un livre que j'ai écouté mais qui m'a vraiment pas parlé. Ouais, c'est pas vraiment des personnages masculins, féminins en fait. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bref, ça m'a vraiment pas du tout parlé. Et j'ai vu qu'elle avait fait un autre qui est plus en mode conte. Ça s'appelle Les Contes de Terre-Mère. Puis voilà, il y a des magiciens et je t'en parle là, trop beau. Et j'écoute et c'est nouveau que des mecs. J'ai envie de dire les 3 fois il y a des personnages féminins, c'est juste pour dire à quel point elles sont jolies. Ah ouais, ça fait mal. Ouais, puis il y a même une qui est vraiment assez importante, mais pas vraiment. Tu vois, elle est un peu au centre du truc, mais on s'en fout un peu, quoi. Elle suit un peu les héros principaux et puis on aime bien dire toutes les 2 pages qu'elle est jolie, quoi. Ouais. Donc c'est aussi ce côté où c'est décevant quand c'est des femmes parce que tu t'attends à mieux, puis en même temps, elles vivent dans le même monde que toi, quoi. Donc la misogynie est intériorisée pareillement, quoi. Puis s'il y a pas plus de réflexion, ça donne ce résultat-là. Et en plus, je me dis, mais si elle avait fait des personnages féminins stylés, est-ce qu'elle aurait aussi été connue? Oui, en fait, clair. Simplement parce que, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un pro de la littérature pour se rendre compte que la science-fiction, c'est d'autant plus un monde d'hommes, et que si c'était une femme qui avait fait des livres sur des femmes, est-ce que ça aurait vraiment marché? Probablement pas. Alors que j'ai lu, je crois que c'est Mona Chollet qui le dit, qu'en fait, il paraît que tout ce qui est science-fiction et fantasy, c'est ultra consommé par des femmes, mais parce que, en fait, ils ont plus besoin de escapism. On a besoin de plus de fuite. Coraline Bessester. Parce qu'il y a vraiment du soleil. Oui, c'est pas pour faire semblant. Oui, j'avoue. Alors, c'est vraiment exactement ce mode dans lequel je suis. Oui, c'est que, de toute façon, il y a quand même souvent un côté très binaire, homme, femme, tout ça, qui fait que tu t'identifies et tu vois les problèmes, mais tu vis peut-être le truc différemment, quoi. Ou tu dis c'est un autre monde. C'est un autre monde, voilà, exactement. Mais des fois aussi c'est bien, parce que moi j'ai récemment lu une série de livres que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais la série ça s'appelle La Passe Miroir. Christelle Dabo. Et c'est un personnage principal féminin. Je dis vraiment pas du tout que c'est parfait, hein. Genre c'est vraiment pas mon but. Mais j'ai remarqué que par exemple il y avait beaucoup de descriptions sur certains personnages masculins. Genre des descriptions de leur physique. Par exemple il y en a un, on n'arrête pas de dire que vraiment c'est quelqu'un de très charmant, beau gosse. Un grand séducteur quoi, mais c'est pas juste pour dire il est beau. Ça va plus loin et puis on le décrit vraiment à plein de moments. Et ça, en fait, c'est une révolution pour moi. La barre, elle est là, genre. Oui, la barre, elle est là, en fait. On veut que vous décriviez aussi les hommes sur leur physique. Puis, il y a plein de choses. Évidemment, on décrit plein de personnages féminins sur leur physique. Je trouve que dans ce contexte, ça fait du sens, parce que dans les premiers livres, il y a un peu toute une partie en mode jeu de pouvoir, de cour de roi, quoi. Puis, ça fait un peu très 17e siècle, 18e siècle. Et puis, de toute façon, les femmes, elles ont que ça, hein. Comme levier, c'est leur physique. Ouais. Donc, pour moi, ça fait du sens dans ce moment-là. Oui, bien sûr. Mais on décrit aussi des hommes, et je trouve ça incroyable. Ouais, c'est cool. Mais encore une
fois, hein, c'est pas du tout parfait, c'est juste on m'a décrit un homme. Ouais. Et puis il y a des personnages féminins ultra importants sans avoir que des attributs un peu masculins, tu vois, genre Ouais. sans que ce soit de la violence, quelque chose de mal alpha, quoi. Elles sont juste cool avec ce qu'elles ont et c'était chouette. Mais moi, j'ai vécu ça. À un moment donné, en fait, je lisais beaucoup d'essais féministes. C'est très bien et tout parce que ça m'aide à comprendre des choses, à réaliser des choses, tout ça. Mais à un moment donné, ça fait violence aussi. Il y a des livres féministes, il y a tellement d'informations quand tu comprends ce qu'on a fait aux femmes dans cette société que c'est très dur à encaisser. Donc voilà, il y a des livres que j'ai dû lire en 2 temps, voire 3 temps. Parce que c'est trop dur pour moi de comprendre en fait tout ce qu'on a fait aux femmes. Même si t'es au courant et t'es consciente du patriarcat, tu te dis, mais peut-être ça s'est fait comme ça, un peu par hasard, mais maintenant on va faire des choses différemment, et après tu réalises à quel point, non, on a de manière délibérée soumis les femmes. C'est pas un des dommages collatéraux en fait. Non. C'était volontaire. Récurrente en fait dans la société. C'est pas arrivé une fois et c'était un virage qu'on a pris. Ah, dommage. Non, c'était à chaque fois, les hommes, le patriarcat a pris la décision de soumettre les femmes. Bref, donc quand tu lis des livres comme ça, c'est très dur à encaisser. Et à un moment donné, j'étais là, en fait, j'aimerais lire un livre qui m'offre ce sentiment de fuite qu'un beau roman peut te donner, en fait. En même temps, si c'est des romans patriarcaux, je vais me sentir agressée. En même temps, je vais pas envie de lire non plus que des livres féministes parce que je me sens aussi agressée par les informations que je dois recevoir, en fait. Du coup, j'étais complètement perdue. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais lire, en fait ? C'était vraiment dur. Je suis partie en recherche de qu'est-ce que je peux lire. Et ça fait à peu près 3 ans, je crois, de manière délibérée, déjà, je ne lis plus de livres d'hommes. Parce qu'en fait, j'ai réalisé à 30 ans, peut-être 85% de tout ce que j'ai lu dans ma vie, de tous les textes que j'ai gobés dans ma vie, c'est écrit par des hommes. C'est choquant que c'est le cas. Et c'est choquant que je m'étais pas vraiment rendu compte. Mais parce qu'il y a toujours cet effet halo, genre, parce que J.K. Rowling, pour Harry Potter, c'est une femme. Moi, j'aimais beaucoup Isabelle Allende quand j'étais jeune. C'est une femme. Ça fait un effet, non, mais j'ai lu des femmes. En fait, le reste que j'ai lu, c'est que des hommes. Bah oui, parce que ce qu'on considère la grande littérature, je sais pas, ce que tu lis au gymnase ou probablement à l'université, c'est une écrasante majorité d'hommes, en fait. Enfin, c'est que des hommes. Moi, je suis pas sûre qu'au gymnase, j'ai lu un seul livre écrit par une femme. Moi aussi, je pense que j'ai rien lu au gymnase écrit par une femme. Déjà, pour inverser cet effet, j'étais là, mais en fait, it's only fair que j'arrête de lire des hommes tout de suite. Parce qu'il y a en fait plein de femmes dont j'avais jamais entendu parler qui ont l'air juste incroyables. Et aussi, j'arrive plus, en fait, parce que c'est tellement ce truc où, oui, mais quand c'est bien, c'est bien. Je suis, ah bah non, c'est toujours subjectif, c'est toujours le point de vue du monde à travers les yeux des hommes, en fait. Donc, bien, pas bien, moi j'en ai marre d'avoir un point de vue, c'est celui des hommes. Je veux d'autres points de vue. Donc, je vais prendre des gens, soit des femmes, soit des gens sexisés. Ben, il y en a pas beaucoup qui sont connus, mais il y en a quand même. Et voilà, donc je fais ça depuis 3 ans. Je le dis pas beaucoup à haute voix parce que je sens la réaction des gens. Donc, je dis pas, je lis plus des hommes. Mais je le dis des fois à des potes quand on me dit, ah, tu dois lire ce livre, et je regarde l'auteur, c'est un homme, je suis là, genre, je suis désolée, je vais pas le lire. J'arrive pas à lire des hommes, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais des fois, il faut. Des fois, il y a besoin d'un moment où tu dois passer à autre chose. Et puis, de toute façon, tu sais que, je veux dire, si c'est une femme qui a dû écrire un livre ou faire un film, qu'elle en a plus bavé, en fait. Simplement, puis qu'elle aura moins de reconnaissance. Parce qu'on considérera pas son œuvre universelle, en fait. C'est un genre. Dès qu'il y a un truc qui est estampillé féminin, bah, c'est pour les femmes, c'est tout. Alors que vraiment, il y a des femmes incroyables out there. Et moi, je veux leur point de vue, je veux leur vécu. Je viens de me rappeler qu'au gymnase, j'ai lu un livre de femme. J'ai oublié le nom du livre, mais c'est de George Sand, qui a dû prendre un nom d'homme pour être accepté, et puis qu'on se dise « Ah, mais c'est bien, en fait, quand même, hein, parce que sinon, on ne se serait pas rendu compte que c'était bien. » Et comme J.K. Rowling, qui a mis que des initiales, comme ça, les gens voient pas que c'est une femme. Ouais, jusque-là, on parle du fait que c'est le contenu de ces films ou de ces livres qui se révèle problématique une fois qu'on a le filtre féministe. Maintenant, il y a le sujet de quand les auteurs et autrices font des trucs problématiques. Et c'est là qu'on va parler de J.K. Rowling. Surprise. J'aimerais dire que c'est un sujet très difficile pour moi. Dire que je suis fan de Harry Potter, c'est un euphémisme. J'ai grandi avec Harry Potter. Je sais honnêtement pas combien de fois je l'ai lu. Je pense que c'est clair que j'ai tout lu des dizaines de fois. J'ai un peu une nature... Oui, c'est vrai, t'aimes bien re-regarder les trucs. Ouais, j'ai une nature un peu obsessive comme ça. Mais c'est vrai que Harry Potter, c'était tellement une fuite pour moi. Donc, le nombre de fois que je l'ai lu et écouté, je pense que j'ai rendu tout mon diplôme en écoutant les Harry Potter. À chaque fois que c'est l'hiver, je réécoute un livre ou je relis un livre. Pendant longtemps, je disais, je suis sûre que la seule plus grande fan que moi d'Harry Potter, c'est l'écrivaine elle-même. Enfin, j'étais vraiment fan. Ça m'a élevée, en fait. Ça m'a appris des valeurs, j'ai l'impression. En plus, c'est un livre qui parle de la diversité et puis de l'acceptation et tolérance. Une leçon que j'aime trop, en fait, dans Harry Potter, c'est le fait de pas accepter l'autorité juste parce que c'est l'autorité. Enfin, Harry Potter et ses potes, Hermione et Ron, ils snobent le ministère de la magie pendant toute la série. Des notions de courage, des notions... C'est une histoire qui a été très importante pour moi. J'ai jamais été du genre à idolâtrer J.K. Rowling, mais je l'aimais beaucoup comme personne et s'exprimait pour les femmes. Voilà.
Jusqu'à ce que, il y a quelques années, elle décide de dire des trucs sur la question trans. Je crois que mon cerveau a un peu décidé d'oublier certaines choses parce que c'était un peu douloureux. Mais il me semble que la question des droits des personnes trans commençait à être brassée en Écosse il y a quelques années. Et c'est ça qui a titillé J.K. Rowling qui habite à Édimbourg à ce jour, à ma connaissance. Ça a commencé sur Twitter où déjà elle a retweet et elle a soutenu des comptes qui sont transphobes et on le sait. Donc déjà là, il y a des gens qui défendent les droits des personnes trans et des personnes trans qui ont remarqué ça. Et en plus, elle a décidé de répondre un jour à quelqu'un qui a tweeté en parlant des personnes qui ont leurs règles. Puis elle a dit genre des personnes qui ont leurs règles, je crois que ça a un nom, non? Ça s'appelle des femmes, un truc comme ça. Et on lui répond en lui expliquant la question du genre et en lui expliquant qu'il y a des gens qui ont leurs règles, qui se reconnaissent pas en tant que femmes. Et c'est là que J.K. Rowling décide de contre-attaquer pour dire mais c'est quoi cette histoire? Si on supprime le genre, on va supprimer tout le vécu des femmes, tout ça. C'est parti. Donc ça a fait une vague de contre-attaque de la part de la communauté trans. Et moi à l'époque, je donnais encore un petit peu le bénéfice du doute. C'est un peu une meuf de 50 ans qui a pas compris, qui a dit une connerie sur Twitter. Ça fait chier, vraiment, ça fait chier. Ça va certainement pas plus loin que ça. Et puis je vais pas me prendre la tête, même si elle aurait pas dû faire ça parce qu'elle a beaucoup de followers et tout ça. Elle a une plateforme énorme. Je raconte l'histoire comment moi je l'ai suivie. Certainement il y a d'autres choses qui se sont passées. Quelques temps après, peut-être quelques mois, elle sort un article sur son site à elle pour genre clarifier la situation. Et c'est un article très long que je lis tout parce que c'est J.K. Rowling et parce que je me dis certainement cet article va m'apaiser. Ouais. Je vais me dire c'est bon, elle a compris ou c'était un malentendu ou whatever. Et en fait l'article est terrible parce que elle confirme toutes ces réflexions qui sont faites des réflexions transphobes ou tous les arguments que les gens qui n'ont pas compris vraiment la question trans te lâchent genre oui mais les adolescents qui transitionnent ils détransitionnent. Et alors oui. C'est des statistiques inventées. Les chiffres sortis de mon chapeau. Ensuite elle te sort un des arguments préférés de tout le monde. C'est même pas original comme argument parce que tout le monde dit ça. Que faire par rapport aux toilettes? Si on commence à donner l'accès aux toilettes des femmes à des femmes trans, ça ouvre la porte à plein d'hommes agressifs qui vont porter des robes, qui vont se déguiser en robe. T'es là, mais... Elle te dit, oui, mais moi j'ai été agressée. Bon, c'est triste, elle a été agressée une fois par un homme. Du coup, c'est quelqu'un qui a peur, ça je comprends. Et en fait, elle dit, oui, mais du coup... Voilà, moi qui ai été agressée par un homme, moi j'ai pas envie d'aller aux toilettes des femmes et de me dire qu'il y a peut-être des hommes déguisés en femmes dans les toilettes. Ouais, puis déjà déguisés, ouais. Seriously, des hommes genre qui veulent agresser des femmes et qui se déguisent en femmes pour aller aux toilettes des femmes pour t'agresser, vas-y, pour qui on est. Ils ont pas besoin de ça. Hein. Et ils ont pas besoin de ça pour agresser, ils peuvent t'agresser partout, en fait. Désolé. Les toilettes, ça change rien. Et la plupart des hommes qui vont t'agresser aux toilettes vont même pas se donner la peine de se déguiser, ils vont juste venir. Oui. Et de dire par contre que les personnes trans vont peut-être t'agresser aux toilettes, ben c'est être transphobe parce que t'es en train de prendre pour acquis que c'est des gens agressifs. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fous en qui te veulent du mal, quoi. Et après, elle parle de sexe biologique et elle est tellement cringe. Ouais. Et puis en fait, elle confirme toutes ces réflexions transphobes. Et moi, ce qui m'attriste dans le cas de JK, que t'as pas compris, c'est une chose. Que t'as utilisé Twitter de manière careless et tu t'es pas rendu compte de l'impact que t'as, c'est autre chose. Mais là, tu t'obstines. Là, tu confirmes. Et tu veux pas lâcher l'affaire, en fait. Donc là, on parle d'autre chose, en fait. Et je trouve ça vraiment triste. C'était marrant parce que moi j'étais ultra triste, puis toi tu te marrais parce qu'elle a pas eu la même importance pour toi quand tu grandissais en fait. Non, pas du tout. T'étais un peu en mode genre ah. Et puis moi j'étais genre juste, j'ai mal dormi à cause de cette histoire parce que c'est J.K. Rowling. J'ai aussi un historique là derrière que je trouve intéressant parce que moi j'ai aussi entendu plein de trucs, ok, J.K. Rowling, transphobe, ok. Mais pour moi c'était entre guillemets juste de l'ignorance. On est bien d'accord que toutes les problématiques dans ce genre c'est de l'ignorance. Mais j'étais un peu en mode c'est vraiment stupide, c'est pas. Vraiment merdé. Ouais, t'as merdé. Mais voilà, enfin moi je suis en mode elle pense pas à mal, alors qu'évidemment que c'est transphobe qu'elle dit. Hein. Ouais. Sur le moment je me dis ok bon voilà. Et puis effectivement moi j'avais que cette info là, après j'ai pas cherché pendant des heures non plus, j'ai juste vu ce truc, je suis un peu là ok, internet c'est un peu excité et puis voilà jusqu'à ce que je réalise qu'en fait non, évidemment on a tous nos niveaux de transphobie intériorisés parce qu'on vit dans un monde transphobe. Elle c'est pas passif quoi, enfin non, c'est genre passif. Elle est active sur des trucs, évidemment que ça la regarde déjà pas, mais en plus enfin des fois c'est juste quelqu'un parle de vaguement sur la transidentité, puis elle pète un plomb, puis elle écrit, elle répond, puis c'est un peu là. Mais tu pourrais faire comme tout le monde, puis juste fermer ta gueule. Ta gueule, exactement, parce que t'as une plateforme beaucoup trop importante, meuf. Oui, t'as pour un faire impact. ça. Enfin, vraiment, juste, il suffisait que tu fermes ta gueule. Exactement. Et on n'en saurait rien. Sois transphobe en privé. Oui, please. fais comme tout le monde. Ta gueule. Fais comme tous les gens problématiques et juste fais-le dans ton coin. Mais ça va encore plus loin, cette affaire. Je sais pas si tu sais qu'elle écrit des livres de détectives sous un pseudo. Ouais, qui s'appelle Robert Galbraith. Et puis moi, bien sûr que j'ai lu. Déjà parce que c'est JK. Et puis en fait j'ai découvert récemment que j'aime bien les trucs de détective. C'est le genre de livre qui se lit très vite, tu vois, genre captivant, marrant, ça se passe à Londres, c'est cool, voilà, whatever. Le dernier livre, un des tueurs en série en question
c'est quelqu'un qui s'habille en femme. Déjà, c'est pas très clair si c'est une personne trans ou quoi. Mais en tout cas, c'est montré comme un homme qui s'habille en femme, qui est dérangé. Ouais. Donc, voilà. Et je me rappelle que quand le livre est sorti, il y a eu justement beaucoup de réactions. Parce que beaucoup de gens ont remarqué que c'est une pseudo-personne trans peut-être, un tueur en série. Et à l'époque, j'ai appris des choses, en plus c'est très cool. La communauté trans a réagi pour dire que c'est un mythe extrêmement dangereux qui est perpétué ici. Et c'est le mythe que les personnes trans seraient violentes et actrices de crimes, alors que statistiquement parlant, en fait, elles sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de crimes et des victimes de crimes de haine que de perpétuer des crimes elles et eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'est un sujet qui a fait ravage et je comprends. Et en fait, ce qui se passe vraiment dans ce livre, c'est que ça se voit très facilement que J.K. Rowling est vénère contre le féminisme de 4e vague. Et t'es un peu là genre, ah ok, tout s'explique en fait. C'est aussi un livre bourré de féminotophobie tout court. Tu sais, c'est une histoire de détective. Et dans cette histoire, il y a plusieurs criminels et méchants, entre guillemets, qu'on va trouver. Et une des personnes méchantes qu'on va trouver, c'est une infirmière qui, selon les mots de J.K. Rowling, jouait à la féminité en donnant du soin. Du coup, personne la soupçonnait. Puis en fait, c'était elle la coupable. T'es là genre, wow, ça va loin, ta féminotophobie et ton espèce de, je sais pas, misogynie intériorisée ou je sais pas ce que c'est. Et il y a aussi genre plusieurs éléments où, de mémoire, hein, ça fait longtemps que je l'ai lu, où il y a des hommes gays dans l'histoire. Et il y a vraiment ce truc où les hommes gays qui ont des caractéristiques féminines sont décrits comme pas très cool en fait. Et qu'il y a les bons gays quelque part et c'est les mecs qui restent des mecs, tu vois, ils sont pas comme des femmes quoi. Enfin, il y a tellement de problèmes qui sont dévoilés dans ce livre que, ouais, pour moi, il y a plus trop de doute en fait que c'était pas un malentendu, c'est pas juste une femme de 50 ans qui a glissé 3 mots pas réfléchis sur Twitter et Internet s'est surexcité quoi. Donc aujourd'hui, moi je suis vraiment dans la merde parce que tout d'un coup, je me trouve aussi atteinte du problème de que faire de ces artistes qu'à la base on aime beaucoup, dont l'œuvre on apprécie énormément, mais qui font des trucs ultra problématiques. Jusqu'ici, j'étais méga tranchée, j'en avais rien à foutre, j'étais là, mais je vous emmerde, pourquoi c'est si difficile d'arrêter de regarder les films de Woody Allen, pourquoi c'est si compliqué d'arrêter d'écouter la musique de Chris Brown, Noir Désir, c'est pas compliqué, boycott quoi, je vois pas le problème en fait. Bah, jusqu'à ce que ça m'atteint moi personnellement, c'est que l'œuvre de J.K. Rowling a été tellement importante pour moi que c'est une référence culturelle que je ne peux pas voir se pulvériser. Je ne peux pas, c'est trop grand pour moi. C'est vraiment comme m'enlever une grosse partie de moi, en fait. Donc, je me faisais des réflexions, et d'ailleurs, certaines des réflexions que je me faisais déjà avant qu'il y ait la polémique, en fait. Par exemple, je me disais, mais Harry Potter, c'est tellement immense, ça a touché tellement de vies, il y a eu tellement de fanfiction, il y a eu tellement de hype qui a été monté grâce aux fans en fait, grâce à ce qu'on appelle le fandom en fait. C'est la fandom qui fait exister quoi Harry Potter, que moi je considère, et vraiment au fond de mon cœur, comme ça je considère pas que ça appartient à J.K. Rowling, je considère que ça appartient à tout le monde. Et ça vraiment je le dis de manière assez honnête, je dis pas juste pour pas que ça m'arrange en vue de ce qui s'est passé. Toutefois, je suis consciente que ça commence à sonner dangereusement à oui mais il faut séparer l'œuvre de l'artiste, oui mais il faut séparer l'homme de l'artiste, tout ça, et je veux pas tenir ce discours. Vraiment, je veux pas tenir ce discours. Parce que j'ai beau à moi philosophiquement trouver que Harry Potter appartient à tout le monde, il y a toujours la question de l'appartenance financière en fait, des droits d'auteur quoi. Donc qu'on veuille ou pas, ça appartient financièrement à J.K. Rowling, du coup se pose la question, est-ce que tu vas continuer d'acheter du merch ? Est-ce que tu vas continuer d'aller au cinéma s'il y a des spin-offs qui sortent, Fantastic Beasts, tout ça ? Est-ce que tu vas offrir les bouquins Harry Potter parce qu'à chaque fois que tu l'achètes, en fait, ben, c'est elle qui gagne de l'argent. Il y a même un nouveau jeu vidéo, là, machin. Donc c'est là que la question se pose. Moi, je suis un peu en mode, il y a la seconde main, puis il y a le piratage. Dans l'idéal, c'est mieux de pas en consommer, mais je veux dire, bon, comme t'as dit, les livres audio, c'est des trucs que tu as déjà. Ouais. De toute façon, ça redonne pas de l'argent à chaque fois. Je suis un peu en mode, bon, les films qui sortent, les trucs, surtout des grosses productions comme ça se pirate, quoi. Pas de remords, quoi. Enfin, hein, des os, pas des os, hein, je veux dire... Après, il y a aussi toute la promotion qu'on en fait en parlant aussi, mais comme tu dis, enfin, je suis désolée, Harry Potter, c'est trop bien. Oui. Et puis c'est vraiment ce personnage, ce vrai humain très problématique qu'est J.K. Rowling. Il suffit de pas donner de l'argent. Ou comme tu me disais, parce que j'ai acheté un bloc-notes Harry Potter à Édimbourg, dans un magasin pour Harry Potter. Je t'ai envoyé une photo, j'étais là. J'ai acheté. I'm a bad person. Puis tu m'as dit, fais une donation à une association trans au parallèle. Oui. Je trouvais que c'était une bonne idée. Oui, ça équilibre. Après, tu m'as envoyé ce post Instagram. Ah oui. C'était intéressant. Ouais, d'une personne trans qui fait des... Enfin, à qui on peut envoyer des livres et puis qui change toute la couverture. Ils sont magnifiques d'ailleurs. Ouais. Qui refait les couvertures des livres et puis l'intérieur. Puis en fait, qui enlève le nom
de J.K. Rowling partout. J'étais très contente quand tu m'as envoyé ça, parce que j'étais là, une personne trans légitimise ma réflexion de ça lui appartient plus. Ouais, et puis vraiment c'est très très joli. Ouais. Et c'est vraiment une super idée. D'ailleurs, voilà, j'étais en vacances à Porto, et apparemment elle habitait quelque temps là-bas, et du coup je me suis dit tiens, je vais regarder sa page Wikipédia. Et évidemment, je suis très rapidement quand même arrivée à la partie controverse, et puis lire des trucs sur la transphobie et tout ça. Et j'ai trouvé très intéressant parce que elle a pas du tout été défendue pareillement selon les générations des gens. Je pense que t'as déjà vu ça, mais vraiment sur Wikipédia ils mettent que Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter avait fait toute une lettre en disant, enfin en se désolidarisant, enfin bref en disant qu'il n'est pas du tout d'accord avec les propos de J.K. Rowling, tout ça. Par contre, je trouve ça vraiment, je félicite Daniel Radcliffe d'avoir fait ça parce que ça a pas dû être facile. Ça a pas dû être facile, non, parce que c'est quand même, enfin je veux dire, c'était le rôle de toute une vie. Oui. T'es ultra connu grâce à ça, tu es le visage de la série en fait, et le nom et le titre, enfin tout est ça quoi. Ouais. Donc c'est clair que ça a dû être. Ça a pas dû être facile. Je pense que d'autres l'ont fait aussi, mais je me dis. Je crois que les 3 l'ont fait, le trio l'a fait. Ah ouais. Il me semble. Et puis j'ai vu que les artistes, en tout cas Helena Bonham Carter et Ralph Fiennes, qui sont des générations au-dessus, ont défendu J.K. Rowling. Non, je savais pas ça. En disant que ça avait pris des proportions complètement énormes et que c'était ridicule et qu'elle subissait une vague de haine complètement disproportionnée. Et j'étais un peu là. Disproportionnée pour qui, Bolos? Oui, vraiment. Puis je me suis dit, c'est des gens qui ont peut-être vu comme moi, en fait, un tweet qu'ils ont considéré comme maladroit et pas malin, vraiment. Ouais. Et puis, ils ont vu que les réactions derrière, alors qu'en fait, elle est genre activement transphobe. Et puis, j'ai trouvé très intéressant ce parallèle entre les générations. C'est clair. Et puis, j'étais un peu là. #Slytherin. Oui. Aussi. Moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que dans l'article qu'elle a écrit pour, entre guillemets, clarifier la situation, elle a parlé de la vague de haine qu'elle a reçue, puis il y a des gens qui lui ont écrit You are Voldemort. Et elle était là comme si c'était le seul langage que je pouvais comprendre. J'étais là, je comprends ta réaction, c'est marrant. Ouais. Mais c'est marrant qu'on te dise oui, You're Voldemort. You're Voldemort. Du coup, là, je suis en phase, je baigne dans Harry Potter ces derniers temps et je trouve ça hilarant. Comme on peut écrire des trucs sur la tolérance et puis pas du tout, enfin avoir des angles morts mais gigantesques. Maintenant, moi, je parle pas de tout ça pour dire c'est problématique ce qu'elle a fait, mais bon, j'aime trop Harry Potter, alors c'est comme ça. C'est pas du tout ça mon propos. En fait, ce que j'ai découvert moi à travers mon cheminement personnel avec ça, c'est que quand on parle de ce sujet, quand on remet en question des références culturelles qui sont établies, cimentées, béton, tout ça, les discussions virent vite dans des extrêmes. Et déjà, on attaque les féministes en leur disant de toute façon, on peut pas brûler les œuvres de Picasso à la place publique, on va pas rayer les films de Polanski de l'histoire. Enfin, ça vire vite dans les extrêmes. En plus, je remarque aussi que beaucoup de gens ne rentrent même pas en discussion parce que c'est extrêmement pas confortable ou se sentent agressés par les féministes en général de juste ébranler en fait des fondements qui sont connus. Franchement, je compatis. Pour moi, il s'agit de, premièrement, rentrer en discussion. Quand on critique, voilà, une artiste extrêmement établie, qui en fait partie de notre éducation, tout ça, je pense pas qu'il y a vraiment des féministes qui sont en train de dire brûler son œuvre. Je pense que le discours est en général de placer les artistes dans l'histoire d'une manière révisée, en fait. Par exemple, je suis quelque part contente que tu vas sur la page de Wikipédia de J.K. Rowling pour lire sa vie à Porto, et tu découvres rapidement sa position sur la transphobie. Je trouve ça fair. C'est ça qu'il faut, en fait. Il faut savoir avec qui on a affaire. Pareil, il ne s'agit pas de brûler Picasso, mais tu peux choisir de l'enseigner ou pas à l'école d'art. Tu peux le mentionner, mais est-ce que tu lui consacres un semestre? Est-ce que tu lui consacres 2 semaines? Est-ce que tu le consacres 3 jours? Et aussi, comment tu l'enseignes? Qu'est-ce que tu racontes de sa vie? Parce que je veux dire, le gars, il a peint des tableaux qui s'appellent Le Viol. Tu peux bien raconter ce qu'il a fait derrière. Donc moi, je pense que la notion des nuances ici est très importante. De 1, pour écouter le discours des gens qui dénoncent des artistes et des références culturelles, parce qu'il est nuancé, c'est un discours nuancé, et de 2, apprendre à naviguer des nuances soi-même qui sont en effet très compliquées à naviguer. Moi, par rapport à Harry Potter, je ne vais pas rayer Harry Potter de ma vie. En revanche, je mets pas d'œillère. Ouais. Je me dis pas non, J.K. Rowling, elle est trop cool, regarde comme elle est féministe dans le livre, Hermione, gna, pas possible qu'elle soit transphobe parce qu'elle a donné d'argent pour ci, pour ça. Non, je reconnais sa transphobie et je la replace dans l'histoire avec tous les problèmes qu'elle embarque en fait. Et par contre, je me positionne, je dois le faire mieux d'ailleurs, par rapport à ce que je dépense financièrement et l'argent que je lui donne. Oui. Là, il faut naviguer les choses d'une manière qui sont ou pas confortables pour toi en fait. Est-ce que je vais aller voir au cinéma le nouveau film Fantastic Beasts? Peut-être que je vais le pirater, en effet c'est pas une mauvaise idée. En effet, peut-être faire des donations à des associations trans en parallèle. C'est là que moi il faut que je me positionne.
Et surtout, je me positionne dans le discours. C'est très important, quoi. C'est un livre que j'adore, l'écrivaine, et putain, problématique. Et c'est pas anodin, et c'est pas rien de se positionner dans le discours. Ouais. C'est pas rien que même ses fans, et puis comme Daniel Radcliffe l'a dit, en fait, ces propos-là, je ne suis pas d'accord. Je n'approuve pas ce message, quoi. Tu fermes pas les yeux et tu bouges tes oreilles en faisant la, parce que t'es un peu là, ok, en fait, il y a quelque chose. Et puis on peut en discuter. Puis vraiment, je pense, comme tu dis, genre des Picasso, c'est un homme très très problématique. Il n'y a pas besoin de le rayer de l'histoire. Non, mais il faut le remettre à une place différente. Mais il faut le remettre à une place différente. Faut ouvrir la discussion, faut mettre des notes sous ses tableaux en disant il avait cette relation avec cette femme qui avait 50 ans de moins que lui, et puis, je sais pas. Il a violé, il a violé plein de personnes, il est connu pour avoir fait plein de trucs comme ça, mais on veut être informé en fait. Et puis c'est ça qui est important, c'est que ça permet de poser les choses. On dit toujours, il y a un contexte, mais justement, posons-le en fait. Ouais. Posons Picasso, par exemple, comme on en parle, comme un artiste qui s'inscrit dans la pure vie patriarcale en fait, comme un homme qui a pourri la vie de sa famille entière et de toutes les femmes qu'il a connues et de ses enfants, et voilà, le patriarche problématique de base. Mettons-le dans le contexte. Genre l'apogée du patriarche problématique. Même chose pour J.K. Disons-le, elle est transphobe. Ses œuvres sont pas parfaites, il faut pouvoir en parler. C'est marrant parce que j'ai récemment acheté un cours, une espèce de conférence sur l'appropriation culturelle dans le monde spirituel. Typiquement le yoga, pour moi ça me rentre même pas à l'esprit que c'est de l'appropriation culturelle en fait, ce qu'on fait actuellement. Parce que je veux dire, c'est que tu penses yoga, tu penses jeune femme blanche, blonde et mince qui fait du yoga. Un des conseils d'une des intervenantes, c'est, comme on pourrait dire ça dans le yoga, c'est genre sit with this discomfort. Profitez de cette pratique, ne la rayez pas de votre vie, mais pour être conscient que ça vous rend mal à l'aise et faire un peu d'introspection là-dessus. Et je pense que c'est un très bon conseil parce que effectivement, c'est plus facile de mettre des œillères et pas de se renseigner pour pas savoir que c'est problématique et puis pour ignorer le problème, mais c'est malheureusement pas ça qui nous fait évoluer. Ce qui nous fait évoluer, c'est de se renseigner, ça fait mal, et puis de se dire pourquoi ça me fait si mal et qu'est-ce qu'on peut faire de J'aime mieux. bien sit with this discomfort. Parce que c'est vrai que le discours est devenu, comme souvent à part ça, le discours devient noir et blanc. Oui, mais on va pas rayer Picasso, oui, mais on va pas, tu vois, si on écoute les féministes, on va plus raconter notre histoire, alors que les féministes disent justement raconter l'histoire de manière différente. Mais bref, pour revenir peut-être au sujet de notre épisode, tu deviens féministe, tu comprends les questions systémiques, les problèmes de domination systémique dans la société, et en fait, plus tu te renseignes, plus tes connaissances s'élargissent, plus ta sensibilité s'aiguise, et plus ton radar est sensible. Donc en fait, plus t'es féministe, plus tu remarques les injustices dans la rue, plus tu remarques les injustices partout, ça fait que énormément de choses dans ta vie, t'es là genre, ça c'est sexiste, ça c'est sexiste, ça c'est problématique, ça c'est ci, ça c'est ça. Toutes les références culturelles qu'on a perdues, dont on a parlé. Et là, quand il s'agit d'amputer un truc qui a été fucking crucial pour toi, c'est trop dur. C'est là que tu te dis, ok, je comprends. I get it. Mais sit with your discomfort. J'aime bien la phrase sit with your bien. discomfort. C'est juste en mode, c'est là. Faut juste apprendre à vivre avec. C'était la fin de la première partie. Cette discussion était longue et complexe et nous la transmettrons en 2 épisodes. La suite sera diffusée la semaine prochaine et touchera entre autres au sujet de la musique et de la santé mentale. Nous avons commencé cette conversation avec le concept des ruines du féminisme. Même si au 2e degré, où on blague, nous parlions de ce que le féminisme a ruiné pour nous. Toutefois, nous arrivons à une conclusion qui se décrirait mieux comme les grandes transformations du féminisme. Ce ne sont pas des ruines qu'il aurait laissées derrière, mais des lieux transformés, réinventés, comme ces églises devenues des appartements ou ces monuments politiques dictatoriaux devenus des lieux culturels ou encore des boîtes de nuit. Si vous souhaitez poursuivre les réflexions avec nous, la suite de cette discussion sera diffusée exclusivement sur Patreon. Patreon, c'est un site de financement participatif pour les créateurs et créatrices de contenu comme nous, où toute personne peut s'abonner pour nous soutenir. Donc si vous appréciez notre podcast et vous désirez nous aider à le maintenir, vous pouvez vous rendre sur le site patreon.com/lespoissonsansbicyclette et dès une participation mensuelle de 5 francs, vous aurez accès à un épisode exclusif par saison au minimum et d'autres contreparties très cool. N'hésitez pas à explorer toutes les options. Le lien se trouve également sur notre Instagram. Merci beaucoup pour votre fidélité jusqu'ici et à la prochaine. C'était Les Poissons sans bicyclette, podcast féministe lausannois indépendant.